Vous allez commencer votre vitrectomie. Le problème, il est de savoir est-ce que vous allez faire une vitrectomie totale ou partielle. Qu'est-ce qui va orienter votre choix? C'est une question très difficile à répondre car il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en jeu. J'en compte au moins 7 de paramètres, mais il y en a beaucoup plus. Tout d'abord, vos propres statistiques. Bien sûr, chaque fois que vous allez faire un choix stratégique, il faut considérer vos statistiques. Pas celles de votre patron, pas celles du gars qui a appris il y a 30 ans, c'est celles de vos statistiques. Ça, c'est capital et je reviens sur ce qu'a dit Chérif hier, qui est vraiment essentiel. Je recommande aux jeunes de faire vos statistiques. Parce que, pourquoi? Parce que les malades qui vont pas bien, les malades qui ont des échecs ou des complications, vous allez les revoir 5, 6 fois et à chaque fois, ça va vous apporter une part d'ombre dans votre esprit et vous allez croire avoir beaucoup plus d'échecs et de complications que ce que vous avez réellement. Donc, pour votre tonus, pour garder votre foi en vous, il faut faire vos statistiques. Vous allez donc choisir dans la balance bénéfice-risque donnée par vos statistiques pour savoir si le traumatisme supplémentaire qui est la vitrectomie totale est justifié grâce à une réduction d'échecs ou une amélioration des résultats fonctionnels. C'est la vraie question. Parce qu'autrement, autant faire une vitrectomie partielle pour tous les malades. Et le problème, c'est que comme ça dépend de beaucoup de paramètres, et l'étiologie, par exemple, tu en as parlé tout à l'heure, le problème, c'est qu'il va vous falloir une très grosse expérience pour avoir un nombre très important pour pouvoir faire des statistiques. Et c'est là où je peux vous aider, vu mon âge et les 30 à 40 000 vitrectomies que j'ai pu faire dans ma vie, pour vous dire, ben voilà, voilà ce que moi je pensais. Mais ça, soyons clairs, c'est mes statistiques personnelles, c'est mon jugement personnel qui ne peut pas être reporté sur chacun d'entre vous. Et ça n'engage que moi. Le fait que l'œil soit phaque ou pseudo-phaque peut influencer, puisque la vitrectomie est créatrice de cataracte. Moi, personnellement, ça ne m'a pas beaucoup influencé dans ma vie, sauf quelques rares cas sur des sujets jeunes où j'aurais peut-être dû faire une vitrectomie totale, où j'ai choisi de faire une partielle parce qu'il voulait faire une école d'aviation, parce qu'il voulait... Bon, et à ce moment-là, je me suis dit, bon sang, le gamin va avoir toute sa vie bousillée, essayons quand même le coup, en le prévenant à l'avance, qu'il pourrait avoir une reprise. Je vous rappelle que dans le IVRS RD Study, il a été démontré qu'on n'a pas à changer de choix, vitrectomie ou non, que le sujet soit phaque ou pseudo-phaque. Ce n'est pas un facteur qui doit amener à changer sa stratégie. La technique employée. Bon, le choix que vous avez fait dans l'emplacement des sclérotomies, l'utilisation d'une fibre, l'utilisation d'un chandelier en face duquel vous pouvez indenter, créer une cataracte, toutes ces différentes techniques vont influencer bien sûr également votre taux de cataracte. Il est évident que si vous avez dans une vitrectomie postérieure uniquement, si vous avez 85 ou 90% de cataracte, eh bien, vous n'allez pas être tenté de protéger votre malade en lui disant qu'une vitrectomie postérieure, vous pouvez être amené à faire une vitrectomie totale à tout le monde. Pour ma part, moi, je n'avais pas ces statistiques. Mariano Hiros, qui avait fait une étude à Nantes sur 2422 cas successifs que j'avais pu opérer avec vitrectomie postérieure, lampe à fente, ablation systématique de la limitante interne et un recul moyen de 4 ans, eh bien, vous voyez, je n'avais que 50% de cataracte à 4 ans, ce qui est bien moins que ce qui est publié aux États-Unis ou ailleurs. Donc, moi, ça avait un sens pour moi de ne faire qu'une vitrectomie postérieure chez certains malades.
Vous voyez également que le taux de décollement de 1,9% est inférieur à celui d'une cataracte qui a eu du YAG. Donc, on ne vérifie pas la périphérie après une cataracte. Donc, moi, je ne vérifiais pas la périphérie après avoir opéré une membrane. La psychologie du chirurgien compte également. Un jusqu'au boutiste dans le perfectionnisme va être tenté de faire une vitrectomie totale et refuser tout risque de décollement post-opératoire, quitte à entraîner un traumatisme préjudiciable pour la récupération visuelle. Klaus Lucke, par exemple, qui aime aller jusqu'au bout des choses, était venu me voir opérer pour voir pourquoi j'avais ces résultats avec une vitrectomie postérieure. Il avait essayé cette façon, et pourtant il travaillait avec une machine à contrôle du débit. Eh bien, il avait un nombre de décollements bien supérieur à ce que j'avais. Pourquoi ? On n'en sait rien. Est-ce qu'il utilisait un débit un peu plus élevé? Est-ce qu'il utilisait une fréquence de coupe un peu plus faible? Je ne sais pas ce qui se passait. Mais en tout cas, vous voyez que ce n'est pas reportable de l'un sur l'autre. Et lui, c'était un jusqu'au boutiste. Et il enlevait le cristallin systématiquement. Il faisait une vitrectomie périphérique totale, une vitrectomie complète. Et il avouait, parce qu'il était honnête, que dans 10% des cas, il créait des déchirures iatrogènes. Donc une vitrectomie totale, c'est pas rien, c'est un geste traumatique. Mais il s'en foutait, il préférait créer une déchirure iatrogène et la photocoaguler. Et la plupart du temps, il faisait une panphoto périphérique. Donc ça dépend. Moi, j'aime mieux, personnellement, je me rapproche d'un mec qui va faire un dessin qui va s'arrêter quand il va trouver que dans l'efficacité, son dessin est suffisamment représentatif et il va s'arrêter sans finir. Claude Bauchet, que vous avez eu hier, vous avez vu sa présentation, cette fille, elle va jusqu'au bout des choses, elle va jusqu'au radicaux libre dans bon. Et bon, elle fait une vitrectomie totale, bon, systématiquement. Klaus, c'est comme ça, mais Klaus ou Claude, eh bien, ce ne seront jamais des peintres, parce qu'ils n'auront jamais fini de travailler leur tableau. C'est ce qui explique que j'acceptais d'avoir 1,9% de décollement, parce que les décollements qui survenaient dans ma série n'étaient pas des décollements irrécupérables, c'était des décollements normaux. Les malades savaient que dès qu'ils avaient un problème, il fallait qu'ils reviennent, et je n'avais pas de liste d'attente, donc c'était des décollements que je récupérais. Selon que vous avez une machine équipée d'une ventouse ou un contrôle du débit, vos résultats vont varier. On en a parlé l'an dernier, vous savez, il y a cette étude sur les corps flottants, a montré que si vous opérez avec une pompe Venturi, vous avez 3,6 fois plus de cataracte qu'avec une pompe péristaltique, et vous avez 5,5 fois plus de décollement. Vous créez 5,5 fois plus de décollement. Et ces décollements, si on se réfère au Hardy Study, eh bien dans ces décollements, il y a 3 fois plus d'yeux perdus. C'est-à-dire que si vous opérez avec une machine Venturi, vous avez 15 fois plus d'yeux perdus par décollement de rétine post-opératoire. Bon, c'est des choses qui marquent et qui vont changer vos statistiques et changer votre façon de réagir. Et je dois vous faire un aveu, faire un mea culpa rétrospectif. Vous savez que j'ai été beaucoup critiqué dans les années 90, entre 90 et 2000, par la bande de Godric, Korobelnik, Massin, Pack, il n'y avait pas Tadayoni encore à l'époque. Ils me critiquaient d'opérer les membranes à 6/10 avec des métamorphopsies, parce qu'ils disaient que le jeu n'en valait pas la chandelle et que je tirais un petit peu sur tout ce qui bouge. Et ça m'avait choqué, ça m'avait fait du mal, parce qu'on pouvait imaginer que j'opérais pour gagner de l'argent. Et en fait, et je m'étais dit, tiens, il m'agresse parce que il
je suis en privé et que c'était toute une bande de socialistes et ils pouvaient pas, ils aimaient pas les mecs du privé. Bon. Et en fait, je fais mon mea culpa. Ils avaient 5 fois plus de décollement, c'est vrai. Mais c'est parce qu'ils avaient une machine Alcon tous. Donc, si vous voulez, je regrette d'avoir dit qu'ils étaient agressifs avec moi. Ils étaient honnêtes. Ils avaient des statistiques à 5 fois plus de décollement, mais moi, j'étais honnête aussi, et j'avais des statistiques à 1,9. Donc, si vous voyez qu'on peut changer de philosophie selon la machine qu'on opère. Qu'on utilise. Et je vous rappelle, avec une pompe à contrôle du débit, vous pouvez couper lentement, ça laisse le temps au vitré de rentrer et vous faites à ce moment-là un peeling, alors qu'avec une machine Venturi, vous êtes obligé, pour diminuer la dangerosité de la machine, de couper très vite et vous ne pouvez faire qu'un shaving. Et c'est ce qui explique qu'il y a plus de PVR post-op, que quand on coupe vite, la rétine ne bouge pas. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut que vous encriez dans votre tête. Les gens, sous prétexte qu'ils ont une machine dont ils ont peur, qu'ils ont une pièce à main dont ils ont peur, quand ils ont une pompe Venturi, eh bien, ce qu'ils veulent, c'est que la rétine ne bouge pas. Mais si la rétine ne bouge pas, c'est que le vitré ne vient pas. Hein? Si vous voulez manger la rétine, manger le vitré qui est adhérent à la rétine, automatiquement, il faut que votre rétine bouge. Et ces conneries de couper à 50 000 coups minutes, là, je suis sûr que la rétine ne va pas bouger. Moi, j'ai opéré à 400 000 coups minutes avec un laser holmium. Hein, on est deux, Suzanne Binder en Autriche et moi, à avoir travaillé avec cette machine. C'était une catastrophe. On n'enlevait rien. Plus la vitesse de coupe est élevée, plus on aspire de l'eau, et c'est pour ça qu'ils vous disent que ça augmente le débit quand on coupe vite. Le deuxième avantage de la pompe à contrôle du débit, c'est que vous allez pouvoir travailler à pression positive. Vous voyez, là, j'ai un flow à 1,7, eh bien, j'ai plus 30 à la pompe. Or, ça, je suis désolé, c'est une différence essentielle, mais aucune machine Venturi ne peut travailler avec une pression positive. Par définition, une Venturi ne sait faire qu'une dépression. Et donc, imaginez que ça peut changer les choses. Quand hier, je vous disais, mais quelle chance vous avez si vous travaillez avec une pompe Venturi, parce que vous allez faire un bond gigantesque dans vos statistiques. Imaginez de passer de 1,5 à 2 pour 1000 d'yeux perdus après chirurgie maculaire, alors que vous aviez 1,5 à 3% de d'yeux perdus quand vous travaillez avec une pompe Venturi. Et ça, quel que soit, l'INSEE a bien dit, quelle que soit votre expérience, votre ancienneté et le nombre de malades que vous opérez, si vous opérez dans une clinique, à l'hôpital et dans n'importe quel pays. Et encore faut-il que vous connaissiez les paramètres. Alors, premièrement, et Jean-Paul en a parlé hier, bien sûr, choisissez votre aspiration max en fonction de votre infusion max. Vous voyez, en 25, avec une infusion normale, vous ne pouvez pas infuser dans l'eau à plus de 10 cc. Donc, ne prenez pas 12 cc en 25, c'est-à-dire en aspiration, parce que vous aspirerez plus que ce que vous êtes capable d'infuser. Pour la vitrectomie centrale, le but, c'est d'éviter les incarcérations et les déchirures rétiniennes. Pour éviter les incarcérations, comme on l'a dit, ne sortez pas, rentrez, à moins que vous ayez une confiance absolue dans vos pluggers, et évitez le nombre d'entrées et sorties, quoi qu'il arrive. C'est ce que je vous ai présenté hier, les avantages de la lampe à fente, c'est que vous faites une vitrectomie totale en une fois, sans sortir votre vitréotome. Vous ne le sortez que quand tout le vitré est enlevé, périphérique est enlevé, donc vous diminuez votre nombre d'incarcérations. Pour éviter les déchirures, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que vous jouiez sur le débit ou la fréquence de coupe, on a le même choix entre être plus efficace et plus dangereux ou moins efficace et moins dangereux.
Et en plus, ça va dépendre de tout un tas de choses. Est-ce qu'il y a des attaches entre le vitré et la rétine? Est-ce qu'il y a des attaches rétro-équatoriales? Le vitré est-il liquéfié ou au contraire très structuré? Y a-t-il un décollement ciliaire qui va ajouter à la mobilité rétinienne? En cas de déchirure géante, également le liquide qui est sous la rétine est moins visqueux, donc il va moins tenir votre rétine. Tous ces éléments font qu'en permanence, vous allez devoir adapter vos paramètres d'aspiration et de coupe en fonction de ce que vous voyez. Et c'est pourquoi il est tellement important d'avoir une pédale bilinéaire qui vous permet d'adapter à chaque moment de votre vitrectomie la fréquence de coupe et le débit. Alors, si vous me demandez qu'est-ce qu'en moyenne je recommande pour la vitrectomie centrale, je vous dirais que pour une membrane, un trou maculaire, un œdème, ben moi je travaillais en gros, je vous recommande 8 cc par minute et 800 coups par minute, ça me semble correct, ça laisse le temps au vitré de rentrer, mais vous n'êtes pas trop dangereux. Si vous choisissez par exemple 12 cc de flux et 400 coups minute, ça non, vous serez trop dangereux, vous créez des déchirures sur la base du vitré. Si vous choisissez 4 cc minute et 2000 coups par minute, ben là vous ne serez pas assez efficace. Donc vous allez mettre une plombe pour faire votre vitrectomie centrale. Pour un décollement, je vous recommanderais entre 6 et 8 cc minute et entre 800 et 1000 coups minute, c'est-à-dire un tout petit peu plus sécurisé. Vous voyez au passage que si vous travaillez par exemple en Venturi, en 23 gauche par exemple, ben 8 cc ça correspond à 75 mm de mercure, à moins 75 de vide, et que personne ne travaille en Venturi à moins 75 de vide, ce qui explique que les gens sont dangereux en Venturi sans se rendre compte, ils sont dangereux, ils créent et c'est ce qui explique qu'ils ont 3 fois plus d'échecs. Pour la vitrectomie périphérique, vous allez vouloir enlever les hyaloïdes antérieurs et postérieurs et réduire au maximum la base du vitré. Un petit truc pour vous faciliter les choses, on a commencé à en parler un peu hier. Si vous devez faire un DPV, moi ce que je vous recommande, c'est de faire une vitrectomie centrale sans vous approcher de la rétine. Ne commencez pas sur une rétine à plat, ne commencez pas au ras de la rétine. Vous allez enlever une galette de vitré centrale et vous allez à ce moment-là, sans couper, plonger votre vitréotome dans le pancake adhérent à la rétine, appuyez à fond sur la pédale, les fibres vont rentrer dans la porte, vont boucher votre aspiration, la dépression va monter jusqu'à moins 600 mm de mercure, et là vous aurez toute la force des moins 600 mm de mercure pour tirer votre hyaloïde dans la lacune centrale qui est vidée de vitré. Et ça, c'est pour une membrane. En cas de trou maculaire, eh bien, ce que je vous recommanderais d'un côté comme de l'autre, pour une membrane de trou maculaire, ne tirez pas la hyaloïde jusqu'à la base du vitré parce que vous allez créer des déchirures. Moi, quand j'ai commencé, c'était intéressant, j'avais 2% de décollement dans les stades 1 et les stades 4, là où le DPV... là où il n'y a pas besoin de faire un DPV. Et j'avais le double dans les stades 2, les stades 3, là où on faisait un DPV. Donc ce que je vous recommande, c'est de ne pas tirer la hyaloïde jusqu'au bout, vous l'allez jusqu'en rétro-équatorial, elle aura bien le temps de se décoller par son simple décollement du vitré spontané. Par contre, en cas de DR, eh bien, vous devez aller jusqu'au bout, vous devez la tirer jusqu'à la base du vitré, et puis après, vous allez enlever la hyaloïde antérieure. Ce que je vous recommande, c'est de mettre votre vitréotome dans cet espace ici, pour ne pas toucher votre cristallin. Là, votre hyaloïde va s'engager et vous allez pouvoir faire le décollement de la hyaloïde antérieure. Et puis alors, vous allez après travailler en shaving, puisqu'on ne peut pas faire mieux. Et là, vous allez aller, pour aller jusque-là, vous allez travailler
à entre 1 et 3 cc, et la plupart du temps, vous allez même travailler à 1 cc et demi. Et c'est là où vous travaillerez en pression positive. Pourquoi? Parce qu'à 1 cc et demi, vous voyez, vous êtes de l'autre côté de la truc, vous n'êtes pas en négatif, vous êtes en positif. Et ça, bien sûr, une Venturi ne peut pas vous le donner. Pour aller très vite, voici un cas d'une hémorragie du vitré. Non, c'était une perforation. Voilà, vous allez voir, ça va vite. Là, hop, je fais mon DPV. Vous voyez, j'ai plongé le vitréotome dans le vitré pour le décoller, ce qui permet après de manger le vitré. Là, vous voyez, à 800 coups minutes. Vous voyez, au passage, va apparaître le corps étranger. Voilà. Après, vous voyez, je me mets à l'équateur du cristallin. Je vois avec la lampe à fente où je suis. Là, j'aspire ma hyaloïde. Hop, clac, et je la coupe. À partir du moment où vous avez fait une coupure, l'eau peut rentrer entre la hyaloïde et le cristallin et vous pouvez enlever votre hyaloïde facilement. Et puis là, après, on fait le vitré périphérique, comme a montré très bien Nabil hier sur une merveilleuse vidéo. Vous voyez qu'en aspirant, vous avez le vitré très périphérique qui va s'incarcérer dans votre bouche. Je terminerai très vite que le choix dépend également de la pathologie à opérer. Alors, je vous ai fait là un diagramme où là, le vitré est normal, est sain, il n'est pas pathologique. Il n'y a donc pas besoin de faire un DPV parce qu'il y a un très faible risque de PVR. Et là, le vitré est malade. Il y a besoin de faire un DPV parce qu'il y a un risque important de PVR. Donc là, on ne fera qu'une vitrectomie postérieure, et là, c'était plutôt les membranes, les édèmes, les trous maculaires de stade 1 et 4. Je faisais juste une vitrectomie postérieure. Lorsque c'est un stade 2 ou 3 où il faut faire un peu un DPV pour une hémorragie maculaire également, je fais une vitrectomie postérieure élargie. Pour les hémorragies du vitré, les décollements de stade A, les implants luxés, je faisais une vitrectomie complète, mais je n'allais pas jusqu'au bout, quitte à créer des déchirures iatrogènes. Et la vitrectomie complète avec ablation de la hyaloïde antérieure et postérieure, bien sûr, mais surtout antérieure, et le shaving vraiment jusqu'à la base du vitré, je le réservais au stade B, C et D, aux rétinopathie diabétique proliférante, aux décollements inflammatoires et aux perforations. Je vous remercie de votre attention.